Francophonie d'Amérique, c'est une revue que vous avez peut-être déjà vue. Je n'ai pas eu la présence d'esprit d'apporter un numéro ici. Mais rassurez-vous, il y a 4 numéros qui vont sortir bientôt, qui sont en préparation, qui sont presque arrivés. Heureusement d'ailleurs, parce que la revue, en fait, bizarrement, elle fête ses 25 ans à un moment où ça fait 2 ans qu'il n'y a aucun numéro qui est sorti. Mais c'est parce qu'il y en a 4 qui sont en train d'être préparés en même temps, et Julie connaît ça avec la RNO. Des fois, on a des textes, vous connaissez peut-être le processus, mais la plupart d'entre vous le connaissez, on envoie des textes pour évaluation, ça revient, parfois vite, parfois moins vite, parfois il faut envoyer à nouveau. Et voilà, donc bientôt, il y a 4 numéros qui vont sortir, un sur la poésie franco-canadienne des années 1970. Vous pouvez imaginer qu'on parle beaucoup de Sudbury dans ce numéro-là. Un autre numéro qui porte sur les pays d'en haut, issu d'un colloque à l'Université d'Ottawa, qui va faire un peu écho au numéro de la RNO qu'on a eu ici. Un autre sur les pratiques artistiques et culturelles en francophonie canadienne, un sur l'immigration en contexte francophone minoritaire, et un autre, finalement, un 5e en préparation, sur les idéologies linguistiques de la presse franco-canadienne. Donc, vous voyez, le filon conducteur, c'est quand même un lieu privilégié de diffusion et de création de connaissances sur les francophonies minoritaires au Canada, aussi aux États-Unis. On essaie d'avoir une présence aux États-Unis. Puis, je pense que il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, vraiment, c'est un rival de la revue du Nouvel-Ontario qu'on a ici à Sudbury. Je pense qu'on arrive justement à un point où les disciplines, les chercheurs qui s'intéressent aux francophonies minoritaires sont assez nombreux, qu'il y a une production quand même assez robuste. Je pense qu'on s'épaule puis on s'appuie plus qu'autre chose. S'il y avait juste une revue, on n'arrivait pas à publier tout à fait assez. Ce projet-là, en gros, c'est ça, c'est pour le 25e. Quelques chiffres. Francophonie d'Amérique, c'est depuis 1991. C'est 830 textes qui ont été publiés pour 1172 pages. C'est 4 directeurs et directrices. On est sur le 5e tout de suite. En termes de contenu, 33,6% des auteurs sont ontariens. Ça, on vient au numéro 1 dans cette rubrique-là, plus que le tiers. Et 20% des textes sont sur l'Ontario. On vient deuxième, proche derrière l'Acadie dans cette rubrique-là. Donc quand même, il y a beaucoup de place pour l'Ontario français dans la revue. Ce projet-là, en gros, pour fêter le 25e, on s'est dit, on organisera des événements, mais plutôt que faire juste un colloque qui va juste bénéficier à une communauté, faisons 5 ateliers un peu partout au Canada. Puis là, finalement, un colloque à la fin de l'année. Puis l'idée, c'était de faire quelque chose autour du thème d'interdisciplinarité et de comparaison interrégionale. Donc, comment faire? Parce que des spécialistes de la Louisiane ou de l'Ouest canadien, il y en a, mais des spécialistes de l'Ontario français qui connaissent aussi la Louisiane, ça, il y en a moins. Donc, faire ce rapprochement-là. Puis aussi, on ne peut pas dire que c'est des silos. Les sociologues parlent aux historiens, parlent aux sociolinguistes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher encore plus? Est-ce qu'on devait avoir un champ d'études vraiment en bonne et due forme sur les francophonies minoritaires? Donc, c'est ça le thème. Puis, chaque atelier local devait trouver son propre sous-thème. Puis on avait parlé avec André, puis avec Lifo, puis avec Rachid. Puis on s'est dit que l'enquête orale, c'est un beau terrain, parce que c'est vraiment quelque chose par nature qui est pluridisciplinaire. Les ethnologues le font, les historiens le font, les sociologues le font. Donc on a pensé que ce serait intéressant de mettre 3 personnes autour de la table pour en parler. Mais je vous les présente après une petite pause publicitaire pour notre revue sœur, la revue du Nouvel-Ontario. Donc, je vais commencer par rappeler aux gens qu'il y a eu un frigo qui s'allume une fois de temps en temps. Donc, il faudrait bien parler fort, parce que je remarque qu'on n'a pas de micro. Est-ce que vous entendez bien en arrière, quand je suis assis? Il faut projeter la voix comme ça. Donc, je m'appelle Joël Béliveau, le co-organisateur de l'événement, puis je vais vous présenter la table ronde des gens qui sont ici pour nous parler d'enquête orale, d'histoire orale aujourd'hui. Vous allez voir qu'on a une belle brochette de personnages et je vais y aller en ordre alphabétique. Ils m'ont envoyé des beaux paragraphes tout cute, ça fait je ne vais pas improviser, je vais lire, je vais essayer de lire de manière analytique. J'ai fabriqué le titre. Donc, Louise Bienvenue, qui en a ici au centre, est professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke depuis 2001. Elle est spécialisée en histoire du Canada et du Québec au 20e siècle. Elle enseigne aux 3 cycles universitaires à l'Université de Sherbrooke, donc jusqu'au doctorat, bien sûr.
Et elle couvre plusieurs thématiques, l'histoire de l'éducation, l'histoire des identités, des femmes, du genre, de la jeunesse et des âges de vie. En tant que chercheur, elle est présentement active sur 2 principaux chantiers, l'histoire de la délinquance juvénile et l'histoire des collèges classiques au Québec. Elle est chercheure au Centre d'histoire de régulation sociale, qui est à l'UQAM, oui, et directrice de la très prestigieuse Revue d'histoire de l'Amérique française. Parmi ses ouvrages, j'en ai choisi 2 dans ma bibliothèque, que je te ferai gré de bien vouloir me signer. Quand la jeunesse entre en scène, l'action catholique avant la Révolution tranquille, et puis, tout récemment, avec Olivier Hubert, le Collège classique pour garçons, études historiques d'une institution québécoise disparue. Donc, 2 ouvrages tout à fait fascinants que je vous invite à feuilleter plus tard, si vous le voulez. On va aller encore en ordre alphabétique vers la droite. Donald Denis, qui est natif de la région de Sudbury ici, de la région du coin de Blizzard Valley, pour ceux qui connaissent. Il a obtenu son BA en philo et en histoire à l'Université Laurentienne. On dit ici au début des années 60. Je veux savoir laquelle. C'était bien, oui. Une maîtrise en sociologie de l'Université Carleton à Ottawa. Et ensuite une maîtrise en histoire de la Laurentienne ici, avant de faire son doctorat en social history à Carleton. À cause de ses nombreux diplômes, ses petites filles l'appellent le docteur Bamama. Hein? Bamama, les 2 maîtrises. Emma. Comme vous l'avez sûrement constaté, si vous faisiez un peu attention, il a donc combiné 2 disciplines, hein, avec amour, sociologie et histoire. Avant de devenir professeur, quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, moi je ne le savais pas, il a œuvré comme journaliste au journal quotidien Le Droit à Ottawa, de 1964 à 1973. Donald, si tu as commencé en 64, ça doit vouloir dire que c'est vraiment au début des années 60 que tu as... Oui, c'est 1800, quelque chose. Autre chose que j'ai appris hier en voyant ceci, c'est, vous savez peut-être, il y a beaucoup publié sur Sudbury, donc son ouvrage principal, c'est À l'ombre des Lincoln. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Denise, tu me fais des secrets. J'espère que c'est vrai, Denis, je ne me trompe pas. Il semblerait que ce printemps, Prise de parole va publier un dernier livre, ou son dernier livre, son nouveau livre, intitulé, pas le dernier j'espère, Le bois, le roc et le rail, histoire sociale du Grand Sudbury, lequel cherche à effectuer une synthèse de ses recherches sur la région qu'on nomme le bassin de Sudbury. Donc ça, c'est une grande faveur, je pense, à tous ceux qui veulent découvrir la région d'une traite. Et puis, à ma droite immédiate, on a Daniela Moïsa, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Elle vient d'arriver à Sudbury au mois de janvier. Il s'agit de la nouvelle directrice du département de culture et communication de l'Université de Sudbury. Elle est professeure adjointe en ethnologie et en folklore aussi, bien sûr. Elle est anthropologue de formation. Elle s'intéresse à l'identité, aux cultures matérielles de la réussite, à l'authenticité et au patrimoine culturel en contexte de diversité culturelle et de migration. Ses principaux terrains de recherche ont été l'Europe du Sud-Est et l'Amérique du Nord. Depuis 2016, elle est la présidente de l'Association canadienne d'ethnologie et de folklore. Donc là, elle est la présidente de l'Association d'ethnologie, la rédactrice en chef de l'IAF. Ça commence à faire... C'est toute une tablette. Elle a publié plusieurs articles qui témoignent de la variété de ses recherches et de terrains ethnographiques. Elle a dirigé avec Jessica Roda, un ouvrage collectif intitulé « Diversité des patrimoines, du rejet du discours à l'éloge des pratiques » en 2015, au Presses de l'Université de Québec à Montréal. Puis actuellement, elle est en train de préparer un livre issu de sa thèse de doctorat, « La maison de la réussite, nouvelle mobilité sociale et spatiale dans la Roumanie post-socialiste », qui est prévu pour 2017 au Presses de l'Université Laval. Et je peux vous dire, j'ai vu sa présentation lors de l'entrevue et c'est tout à fait fascinant. Alors, mesdames, messieurs, on est ici pour parler d'histoire orale. Je vous le dis tout de suite, moi je suis complètement un néophyte. Je n'ai jamais pratiqué d'histoire orale, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ne serait-ce que parce que on a tous envie d'écrire une histoire qui n'est pas juste une histoire du haut, hein, des élites, de l'État, des institutions. Comment faire? Il n'y a pas un millier de manières. L'histoire orale, c'en est un. Alors, on a circulé des questions. On a préparé des réponses, je suppose. Oui. Mais la première question que je leur ai envoyée portait autour de
Dans la question des récits nationaux, hein, la prémisse de cette table ronde-là, c'est est-ce que l'histoire orale, est-ce que les enquêtes sur le terrain peuvent changer les récits nationaux, peuvent influencer ceux-ci? Est-ce qu'on peut les rendre plus inclusifs? On inclut l'expérience vécue des groupes minoritaires ou marginalisés, que ce soit des femmes battues, ou des communautés autochtones, ou peu importe. Mais avant d'explorer ça, je me suis demandé, est-ce qu'il reste encore une histoire à attaquer comme ça? Une histoire là, vue du haut, une histoire nationale là, qui dominerait, puis qui imposerait là, un fil narratif là, élitiste au monde? Ou est-ce que, dans le fond, c'est déjà une bataille qui a été gagnée depuis les années 70? L'histoire a pris un tournant plutôt social depuis les années 70. On a publié beaucoup d'histoires vues du bas. Donc, est-ce qu'il reste quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une mission de reste pour l'histoire orale dans ce sens-là? Est-ce qu'il reste... est-ce que les récits nationaux, ça existe encore? Le récit national, au singulier. Donc, allez-y, celui qui veut se lancer en premier. Moi, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas fait participer à un événement comme ça, alors je me suis permis d'écrire des notes, un discours d'à peu près 10 pages, je pense que ça vous êtes prêts. Puis avant de commencer, Dominique il m'a suggéré de faire certain d'avoir une voix grave, non? Il m'a dit de dire « Et voici ». Donc, je vais répondre à la question en empruntant peut-être un détour, puis vous me permettez de lire ça. D'emblée, je vais dire que pour moi, l'histoire officielle, vue en haut à partir des dires, des agirs, des documents des grands hommes, parce que ce sont en général tous des hommes, implique, simplifie de beaucoup, sinon néglige entièrement la complexité des rapports sociaux, que ce soit des rapports de pouvoir, d'autorité, de coopération, de conflit, qui marquent les rapports entre les classes sociales, entre les genres, lesquels constituent pour moi le fondement réel de tout groupement, que ce soit une communauté, une institution, un État-nation. Et dans son livre récent, Homo sapiens, c'est que tu l'apprécies beaucoup, Joël, Yuval Noah Harari écrit, puis là c'est ma traduction, au cours des temps, très peu de personnes ont fait l'histoire, avec un grand H, alors que la majorité de l'humanité a labouré les champs et transporté les seaux d'eau. Alors l'histoire officielle, celle des récits nationaux, c'est celle des personnes qui ont fait l'histoire, des grands hommes. Mais l'histoire de la majorité de l'humanité qui travaille, celle-là dépend en grande partie de l'histoire sociale, ainsi que de l'histoire orale. Et pour moi, je mélange un peu les deux. Là. Je pense que l'oral va bien avec le social. Et ça vient compléter l'histoire orale, l'histoire sociale, bien que je sais qu'elle a beaucoup d'autres fonctions que celle de compléter l'histoire sociale. Alors, les récits nationaux sont, pour moi, toujours opérants et nécessaires, puis j'en lis encore, si ce n'est que pour démontrer la perspective partielle de la réalité véhiculée par cette historiographie. L'histoire sociale et orale, qui est aussi une vision partielle de la réalité, peuvent servir, avec toutes les autres formes d'histoire, à compléter, nuancer, sinon contredire, celle des récits nationaux afin d'aboutir à un portrait ou une perspective holiste de la réalité sociale dans la lignée de l'école des Annales. C'est une école qui m'a beaucoup influencé. Et pour moi, le livre que j'ai beaucoup aimé dans les écoles des Annales, puis ça dit un peu mon âge, c'est celui de Marc Bloch, La société féodale, qui pour moi est un peu le livre parfait. Alors voilà, c'est ma réponse. Je crois que ça suffit. Je vais enchaîner avec le rappel de la place de l'école de l'Annales. Donc, on sait, les historiens, mais aussi les anthropologues savent très bien à quel point cette école a apporté, a orienté, si vous voulez, l'histoire et
l'intérêt pour l'identité, pour les récits nationaux, pour la politique, la construction de la nation, si vous voulez, vers des disciplines comme l'anthropologie, l'ethnologie, le folklore, notamment avec la troisième vague des années 60-70 des écoles des annales qui en fait met en question tous ces discours absolus de pouvoir des élites, si vous voulez, en lien avec les récits nationaux. Donc la nouvelle histoire de Braudel et Le Goff qui s'intéresse, qui s'oriente, récupère le structuralisme de Lévi-Strauss, propose ou amène les historiens à s'intéresser aux pratiques au quotidien. Donc on est loin des grands récits et des grandes visions de l'histoire, de la culture qui ont été engendrées par la naissance de la nation au XIXe siècle et par ce concept franco-allemand de Weltanschauung qui définissait en fait de nation building nation, qui se définissait par trois éléments, territoire, sang et territoire, sang, et il y avait le troisième, la culture vient après, et la langue, voilà, qui est très importante dans la définition de la nation. Moi, je trouve que le changement entre le haut et le bas, par l'arrivée ou l'intégration des sciences comme l'anthropologie, l'ethnologie, le folklore, vient par un basculement de l'importance que l'élite prend dans la définition de la culture et de la nation. Donc les grands récits nationaux sont l'œuvre des grands hommes, des élites. Or, et le but était de créer, de définir des identités, ça veut dire des appartenances à quelque chose de commun, mais en même temps une différenciation de nos voisins, de ceux qui sont différents par culture, et cette séparation se faisait par des frontières à la fois matérielles et discursives, si vous voulez. Sauf que avec la mobilité, la migration, le mélange des populations, ces discours des élites ne tenaient plus, d'une part, et il y a aussi une appropriation de la culture, de droit de produits, de savoir par le bas. Et donc, surtout les années 60, 70, 80, le droit, le pouvoir et surtout la légitimité de produire, de savoir, revient aussi aux gens ordinaires, donc aux individus. Donc, et ici, l'ethnologie, surtout l'intérêt pour le patrimoine des dernières années le montre très bien. Il y a des gens qui, dans les villages, dans les communautés, qui disent nous, on a un patrimoine, une culture qui nous est propre, mais aussi on a le droit de nous définir et de définir cette culture, ce patrimoine et cette identité. Donc on se retrouve maintenant dans un moment où il y a à la fois un renforcement des discours nationaux, tel qu'on l'a observé dans le schéma franco-allemand, malheureusement, de langue, sang et territoire. Là, tu veux dire depuis le 6 novembre? Je ne donne pas de détails. Et en même temps, il y a aussi, durant mes recherches de terrain, là, je l'ai observé, il y a une appropriation de la production de savoir, de la culture, de l'identité, par le bas, par les gens. Et donc on parle de la nation, de la tendance de reconstruire des frontières, par un retour de l'authenticité, par un retour des origines, de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On est vraiment dans un discours de vérité qui, selon moi, est très dangereux. Mais en même temps, il y a toute cette forme ce mélange de communautés, groupes,
revendications à la fois linguistiques, identitaires, ou en fonction d'une appartenance à une sexualité ou à une orientation sexuelle, etc., qui font contrepoids. Donc, nous sommes entre les deux. J'espère qu'il va gagner. Désolée. Donc, à quelque part, c'est ça. L'histoire orale, c'est pas tombé du ciel, c'est pas accidentel. Ça correspond à quelque chose qui s'est vraiment cassé là, dans le rapport de la production de la vérité. Hein. On n'accepte plus une vérité qui vient du haut et il y a une prise de parole à plusieurs égards, puis l'histoire orale, c'en est une forme. Mais Louise. moi, à cet égard-là, j'ai trouvé très intéressant ce qu'ont dit mes collègues, mais j'observe quand même un fossé entre le type d'histoire qu'on peut produire au sein de l'université, qui est, comme vous le disiez, très influencé depuis les années 60-70, surtout par cette histoire sociale où on est attentif aux sans-voix, aux minorités, aux gens qui ont peu de pouvoir, aux femmes aussi, non pas parce qu'elles sont une minorité, au contraire, mais parce qu'elles ont été des déclassées de l'histoire, des dépourvues de pouvoir, ne serait-ce qu'au plan légal, etc. Et donc, je pense que dans nos milieux universitaires, on est extrêmement sensible à produire cette histoire-là de ceux qui n'ont pas eu accès aux écrits officiels, de ceux pour qui, d'ailleurs, il faut faire des détours pour trouver les traces, hein, parce que faire l'histoire de ces populations marginalisées, sur un plan méthodologique, c'est une autre paire de manches. Hein. On n'a pas des beaux discours de politiciens, on n'a pas des archives aussi fournies. Mais donc, il y a effectivement cette sensibilité-là qui pourrait nous faire croire, si on veut répondre à ta question, que l'histoire nationale, c'est de la vieille affaire, on n'en fait plus, c'est vraiment désuet, c'est périmé. Mais je ne suis pas certaine qu'il existe la même chose, si on veut, si on se situe d'un côté plus grand public. Hein, l'histoire qui est consommée, là, vous me pardonnerez le terme, à travers peut-être le roman historique, à travers les séries télévisées à fond de scènes historiques, à travers aussi les ouvrages plus vulgarisés, j'aime pas mon terme encore une fois, mais les ouvrages qui s'adressent à un plus grand nombre et qui n'ont pas de notes de bas de page à chaque ligne, d'appel de notes et tout cet appareillage-là qui est quand même lourd et pas tout ce langage universitaire. Eh bien, cette histoire-là, je pense qu'elle est encore beaucoup écrite avec comme personnage principal la nation, le destin collectif, la trame collective. Au Québec, il y a toujours cette idée de survivance à travers le temps, de revirement au moment de la Révolution tranquille. Et tout ça nous parle de la nation inachevée, etc. Mais le personnage principal demeure la nation et on n'a pas ce scrupule qu'on a dans les milieux universitaires à parler comme ça du destin collectif. Alors, je trouve vraiment qu'il y a un grand écart, comme si ces deux milieux-là n'arrivaient pas à communiquer. Par contre, tout n'est pas noir parce que tout de même avec la sensibilité qu'on a au Canada pour le multiculturalisme, pour les droits de la personne, on voit quand même, par exemple, dans les manuels scolaires qu'il y a une attention plus grande à porter à l'histoire des femmes, à l'histoire des Amérindiens, Amérindiennes, à l'histoire des différentes communautés ethniques qui ont contribué à façonner le pays. Donc, il y a quand même un passage qui se fait de l'histoire universitaire à une histoire qui est plus grand public. Mais il me semble que ça fonctionne encore selon des modèles un peu différents. C'est intéressant, donc si on peut résumer un peu, le passage se fait jusque dans les manuels scolaires, mais peut-être pas jusqu'au chapters ou chez Archambault. Faites l'exercice, c'est un petit devoir. Hein. Allons au chapters, regardez la section Histoire canadienne et comptez le nombre de titres qui sont sur la guerre, par exemple. C'est un thème plus national que la guerre, je ne connais pas. Par contre, j'ai peut-être une nuance à apporter. Oui. Et là, mes exemples sont malheureusement empruntés des séries américaines, parce que je suis une consommatrice, comme bien des gens, de séries télévisées. Et je me suis intéressée, par exemple, à la série sur John Adams, où la place des femmes a été très bien mise en lumière. Le statut de son épouse, par exemple, qui était Abigail, qui était quand même influente, tout ça. Je trouvais que les scénaristes avaient bien rendu ça. Des séries comme Call the Midwife, où on voit, par exemple, l'histoire sociale d'une Angleterre, des quartiers pauvres, en fait, de la ville de Londres, les quartiers pauvres, le rejet qu'on va faire des poor laws, au fond, la misère sociale, les maladies comme la tuberculose, tout ça me semblait bien rendu. Et là, on n'est pas du tout dans l'histoire nationale, où on l'est d'une certaine manière, forcément, mais on est dans des thèmes que les historiennes ont travaillé.
l'histoire des femmes, l'histoire de la santé, etc., et qui ont été introduits dans une série grand public. Alors, on pourrait reprendre d'autres exemples, je vais quand même laisser place aux autres questions, mais je crois qu'il y a quand même une dissémination, une contamination d'une certaine histoire sociale dans un discours populaire. Facile. Parfait. La deuxième question me semble être un peu plus directe. Peut-être qu'on va passer un peu moins de temps sur la question, mais on va quand même la poser. Donc, dans ce contexte-là de transmission mitigée d'une histoire plus populaire ou plus sociale, qu'est-ce que l'enquête orale peut apporter de plus? Quel type de passé est-ce qu'il peut mettre en lumière? L'histoire de qui est-ce qu'on peut raconter grâce à cette histoire orale-là? Puis, quel impact ça pourrait avoir? Quel impact une plus grande intégration de l'histoire orale aurait si on intègre à l'histoire, à la trame narrative de l'histoire? Voilà. Okay. Qu'est-ce qui arrive si on véhicule ces histoires-là? On reprend. Non, je pense qu'il faut varier les ordres. Désolé. On va inverser l'ordre. On va commencer avec Louis cette fois. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses. Moi, je plaide pour l'histoire orale pour en avoir fait moi-même des entrevues avec d'anciens délinquants qui ont été institutionnalisés. Je trouvais que ça nous donnait un point de vue très différent sur les services sociaux offerts à la jeunesse et aussi sur le bilan qu'on peut faire de ces institutions-là, réussite ou échec. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui avaient été surtout bénéficié de leur séjour à l'institution, alors que toute l'historiographie nous dit que c'est des prisons des jeunes tellement terribles. Alors, il y a quand même des nuances qu'on peut apporter, mais il y a des domaines où vraiment, je pense qu'on peut voir des apports très intéressants. Je pense entre autres à l'histoire du travail. L'histoire des travailleurs. Ici, certainement qu'il y a des gens qui œuvrent, peut-être même mon voisin à l'histoire des mines et tout ça. Et de donner la voix à ceux qui ont été au cœur de cette histoire-là, les travailleurs eux-mêmes, apporte une autre perspective, peut-être en nuançant même des analyses que les historiens sociaux ont fait. Et je dirais que, par exemple, quand on est à Sherbrooke, je vais vous donner un exemple de mon patelin, la Société d'histoire de Sherbrooke a fait quelques entrevues d'histoire orale sur les anciennes ouvrières du textile. Sherbrooke était une grande ville industrielle de fabrication de textiles, c'était l'industrie dominante. Et quand on entend ces témoignages-là, on voit au fond que tout le récit misérabiliste, et on a raison de souligner que les heures de travail étaient immensément longues, les conditions sanitaires étaient vraiment pourries, beaucoup d'accidents de travail, les enfants qui travaillent très tôt. Bon, on peut faire une histoire extrêmement sombre de cette vie industrielle, et on a raison de le faire. Par contre, quand on écoute et on porte attention à ceux qui ont vécu ça de l'intérieur et qu'on leur redonne en quelque sorte leur statut d'acteur et non pas de victime passive uniquement, eh bien, on voit au fond que ces gens-là ont su se composer des vies qui avaient du sens, malgré toutes les contraintes qui pesaient sur elles, malgré les faibles salaires. Ils ont réussi à se créer des lieux de sociabilité, des solidarités entre travailleurs, à avoir de l'humour, à avoir... Alors, moi, je trouvais que ça apportait une autre facette à cette histoire de notre vie industrielle et qui montrait, au fond, toute la résilience et la créativité des individus qui étaient au cœur même de cette histoire-là. Voilà. Ce qui répond à un besoin de plusieurs chercheurs aussi qui peignent souvent ces portraits misérabilistes-là, mais qui veulent donner justement ce qu'ils appellent en anglais de l'agency, une agencéité aux gens ici. Ils ne sont pas juste des victimes, ils agissaient, ils essayaient d'améliorer leur situation, mais là, on peut aller vérifier directement. OK. Daniela. Moi, je vais me servir de mon expérience de recherche, à la fois en Roumanie qu'ici en Amérique du Nord. J'ai fait beaucoup d'enquêtes ethnologiques ou de terrain ethnologique, comme les ethnologues aiment appeler cette méthode. Et la majorité de ces terrains étaient faits juste après la révolution, la chute du communisme en 1999, où, par exemple, la production de l'histoire était vraiment marquée par les histoires de Goulag. Nous étions dans le discours et la production historique sur le socialisme, sur le communisme comme une page noire, et les historiens qui s'intéressaient à l'aspect social, il y avait ce discours sur la difficulté, la tragédie, ce qui est tout à fait vrai.
quand je suis allée sur le terrain pour enquêter sur d'autres choses que sur l'impact de la politique communiste dans la société roumaine, je suis allée dans un village et il y a eu des drames importants en Roumanie. L'espace rural, les villages ont été détruits pour construire la nouvelle société socialiste, etc. Mais en même temps, c'était une région périphérique et le discours, l'enquête ethnographique accompagnée par l'observation participante, et ce que j'aime, participation observante, je vais m'expliquer plus tard, a permis de relativiser vraiment ce discours absolu ou trop catégorique. Je découvrais qu'au-delà de discours de malheur que les gens produisaient automatiquement, si j'allais plus loin, je découvrais d'autres choses. Je ne veux pas parler uniquement en termes de bonheur et de malheur, mais la vie quotidienne est une ressource extraordinaire pour relativiser les discours sur l'identité, la nation, sur la culture en général. Parce qu'au-delà du discours, il y a la pratique. Au-delà de la pratique sont les émotions, les tempéraments des gens. Et la manière dont les lois ou les mesures politiques ou un régime politique sont vécues au quotidien. Donc ici, il y a une panoplie des informations qui peuvent être très très riches et qui peuvent nous aider à relativiser, et non seulement à relativiser, mais à donner une image complète. C'est impossible de donner une image complète, mais une image complexe de qu'est-ce que ça veut dire l'identité d'un individu, la dynamique sociale d'une communauté. Entre la propagande d'un côté et la résistance de l'autre, il y a le quotidien. Non seulement la résistance, mais le jeu de pouvoir. Tu vois que l'individu a un jeu de pouvoir, il est capable de jouer et de contourner le pouvoir. Ce jeu de pouvoir et puis de débrouillardise, si vous voulez, parce que les gens n'avaient pas le choix, est extraordinaire et non seulement il est créatif, les gens ont trouvé des solutions et donc il y a une diversité, une richesse extraordinaire qui peut être utilisé pour mieux comprendre l'histoire d'une période, par exemple. Et pour revenir en Amérique du Nord, quand j'ai fait les recherches dans les communautés de sœurs et de frères au Québec, dans le cadre de projets de Laurier étudiants sur le patrimoine culturel immatériel, quand j'allais dans les monastères ou dans les couvents pour parler avec les sœurs, et à un moment donné, au début, je les voyais comme les madames très strictes, très rigides. Et quand tu passais comme une journée ou deux avec elles, avec la communauté, ils commençaient à te raconter les jeux qu'ils faisaient, et puis comment ils patinaient, comment ils dansaient, et comment regarder parmi la clôture pour voir les gars qui passaient dans la rue. Donc, tu commences pas mal à relativiser la vie monastique des sœurs, et puis la concurrence entre elles, et puis... Donc, c'est la richesse que l'enquête, l'entrevue peut apporter. Dans les deux cas, des choses qui ne sont jamais documentées, jamais portées par écrit, et qu'on peut découvrir. Moi, je vais juste renforcer ce que mes deux collègues ont dit. Récemment, on a fait avec mon doux trois quarts, là-bas, Rachid, on a fait une enquête orale des mineurs à la retraite à Sudbury. On était en train de la compléter. Donc, quelques points que j'ai retirés des interviews que j'ai fait en grande partie. C'est surtout que c'est fait d'histoires de vraies personnes, des familles. Alors que quand on lit l'histoire de l'industrie forestière ou l'industrie minière dans la région, c'est l'histoire des grands hommes, les grands capitalistes qui ont tout fait, puis les travailleurs, la plupart n'en parlent même pas parce qu'ils n'existent pas pour ces gens-là dans leur tête. Mais quand on va interviewer ces gens-là, puis moi, je suis de la région, donc j'en connais plusieurs, mes amis qui ont travaillé dans les mines. Mais c'est des gens qui, ce que je retiens des interviews, qui parfois ont accepté plus ou moins docilement
le pouvoir des boss. Puis les boss, pour eux autres, c'était surtout les contremaîtres, là, les foremen, que ce soit dans les mines ou dans la raffinerie, la fonderie, à la surface. Alors, ça nous en dit long sur la relation entre ces deux niveaux. Parfois, il s'agit de complicité entre le boss et les travailleurs, surtout quand le boss a été lui-même, il sort des rangs des mineurs. Alors, entre le boss, le contremaître, puis les travailleurs, une complicité pour faire la job. On va la faire correctement, mais on va la faire peut-être pas selon toutes les règles qu'on nous a dit qu'on devrait faire, mais on va faire la job, on va bien s'entendre. Mais parfois, quand le boss, pour employer, j'espère que vous allez me permettre l'expression, un trou de cul, parce que ça arrive, il y en a. Alors, la complicité va être de l'autre côté, c'est-à-dire entre les travailleurs qui vont organiser ou penser à des stratégies pour miner l'autorité du boss. Alors ça, on ne les voit pas dans les récits des capitalistes. Toute cette vie grenouillante des travailleurs dans le fond des mines ou dans les raffineries. Il s'agit souvent aussi, ce qui un aspect que j'ai ressorti, c'est la coopération qui s'établit entre les travailleurs. Souvent, il y a pas souvent, mais ici à Sudbury, dans les mines, il y avait toutes sortes de groupes de travailleurs qui venaient de groupes ethno-culturels différents. Alors, malgré que dans le travail, on pouvait s'appeler, j'ai juste retenu quelques épithètes ici, là, a frog, qu'on connaît, fucking Frenchman, c'est un autre. Un WAP, qui est un Italien, un maudit Pollock, et un goddamn DP. Alors, malgré qu'on peut s'insulter comme ça, il y a tout de même une coopération entre les travailleurs dans les mines, parce que le travail est très dangereux. Alors, on peut rire de l'un l'autre, mais en fin de compte, on va coopérer ensemble pour faire le travail. Et ça, ça me mène à une citation d'un ancien leader syndical, Elmer McVeigh, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça ou non, mais qui a dit à un moment donné que s'il y a eu, et il y a toujours, selon moi, une certaine bonne entente à Sudbury, entre anglophones et francophones, puis l'histoire du règlement 17 à Sudbury, selon André Lalonde, là, je pense qu'il le démontre assez bien. C'est parce que les gens dans les mines, les travailleurs, ont créé une coopération entre eux. Ça veut dire que la bonne entente entre les élites, jusqu'à un certain point, ressort de cette coopération dans les mines par le travail que les personnes de différents groupes ethnoculturels ont pu établir entre eux. Puis ça monte, peut-être pas le bon mot, là, mais ça percolate. Ça monte à la surface. C'est ça. Alors, j'ai un autre exemple, juste brièvement, et c'est surtout par le manque, ce que l'histoire orale pourrait nous enseigner, puis ici, j'espère que je vais peut-être avoir des commentaires, j'espère. Je pense que l'histoire de l'Ontario français, c'est vraiment, pour moi, l'exemple le plus parfait, oui, d'un récit national. Quand on lit l'histoire, celle que j'ai lue, on va parler des élites, on va parler de ce qu'ils ont, des institutions qu'ils ont créées, on va parler de la nation, on va parler du peuple, on va parler de la communauté. Puis, j'ouvre une parenthèse, pour moi, ça m'a toujours paru comme étant un relais ou d'un discours de l'Église catholique, le peuple de Dieu, la nation, la communauté chrétienne. Un commentaire, je ferme ma parenthèse. Mais on n'a pas encore fait l'histoire orale des gens qui travaillent, des francophones, des franco-ontariens. Est-ce qu'ils s'appellent franco-ontariens? C'est pas certain. Est-ce qu'ils s'appellent Canadiens-Français? Pas certain non plus. C'est les gens qui sont obligés de travailler quotidiennement pour gagner leur vie, qui vont consommer avec le salaire qu'ils font. Qu'est-ce que ça leur dit, eux, l'Ontario français?
Alors, comme au Québec, la nation québécoise, si on va voir dans les mines, puis ailleurs, tu sais, ça lui dit quoi, ça? Alors, pour moi, l'histoire orale, l'histoire sociale des Franco-Ontariens demeure, reste à faire pour moi. Là, puis on est encore au niveau du récit national de l'Ontario français. Je pense que c'est un excellent point. Puis il doit y avoir des très bonnes questions à poser à ces gens-là, à ces mineurs-là qui, tous les jours, descendaient, travaillaient avec un public varié, écoutaient un syndicat international, Ouais. mais le dimanche, j'allais écouter le prêtre à Saint-Jean-de-Brébeuf, à côté. Hein. Comment il composait avec ces deux discours-là très antagonistes? Vous faites très... Oui, tu veux... En fait, je suis fascinée par tout ça. J'ai envie de lire vos travaux. Je voulais rajouter, ta question était quelle contribution peut apporter l'histoire orale? Je pense que du point de vue aussi d'une histoire de l'intime, l'histoire orale a une grande contribution à faire. Puis, elle en a fait déjà. J'ai beaucoup d'exemples québécois, là, vous m'en excuserez, c'est ce que je connais le mieux. Mais on parle souvent des bonnes familles catholiques canadiennes françaises, hein, pour qui la pression était forte de concevoir des enfants, les visites des curés à la maison qui disaient est-ce que vous empêchez la famille? Comment ça qu'il n'y a pas de petits nouveaux cette année? Alors on a souvent entendu ces récits-là. Moi, ma grand-mère nous en faisait récit également. Et on sait aussi, on connaît à travers les textes pastoraux, à travers les manuels qui étaient adressés aux jeunes couples avec les archives des cours de préparation de mariage, qu'est-ce que c'était, au fond, le message que l'Église voulait envoyer à ces jeunes couples et à ces familles. Par contre, quand on va interroger certaines de ces personnes-là, comme a pu le faire une anthropologue, Diane Gervais, qui s'est intéressée au phénomène de la contraception dans les années 40, 50, et elle a interviewé des couples qui avaient eu des larges familles pour certains, vivaient en ville, donc avec des logements assez petits. Comment, au fond, ils avaient décidé, à un moment donné, pour plusieurs d'entre eux, de limiter la famille, malgré le discours de l'Église. Et c'est très intéressant, ces travaux, parce que d'une part, on voit un peu les méthodes, la méthode du calendrier, la méthode Eugenot qui marchait plus ou moins. En tout cas, il fallait être très, très scrupuleux. Donc, on a accès aux pratiques qui étaient, au fond, tolérées par l'Église, mais à d'autres aussi qui ne l'étaient pas, comme le port des contraceptifs, les condoms. Mais plus encore, un aspect de son étude, c'est de voir comment les gens composaient avec la morale catholique et se faisaient, au fond, se fabriquer leur propre morale. Ben, j'en ai fait 6, j'ai fait ma part pour le bon Dieu, là, j'arrête. Alors, une espèce de raisonnement qui faisait qu'on restait dans la norme religieuse jusqu'à un certain point, on continuait d'adhérer à cette Église-là, mais en n'acceptant pas l'inacceptable ou en se faisant aussi confiance jusqu'à un certain point. Et elle fait état, par contre, de plusieurs femmes qui ont eu des débats moraux, là, ça les a empêchées de dormir plusieurs nuits, de savoir est-ce que je suis dans le péché, est-ce que je fais la mauvaise chose, etc. Mais je trouve que toute cette connaissance-là, sans entrevue, on ne l'a pas. Un autre exemple, toujours dans le domaine de l'intime, de la sexualité, c'est tout ce qu'on sait de l'histoire, par exemple, des communautés gays et lesbiennes, qui ont laissé peu de traces parce qu'au fond, c'était un crime aux yeux de la loi pendant très, très longtemps, jusqu'à dans les années 50, 60 même. Et donc, les travaux de Lynn Chamberlain, par exemple, qui a étudié le phénomène des bars de lesbiennes dans les années 40-50, et comment certains, surtout dans le secteur qu'on appelait le Red Light, la rue Saint-Laurent, la Main, et donc certaines femmes se regroupaient là, elles avaient des coins réservés dans des bars, elles se tenaient ensemble, elles se protégeaient aussi contre les descentes policières. Donc il y a toute une sociabilité qu'elle a pu recréer grâce à des entretiens, et ça, ma foi, c'est extrêmement précieux parce que des archives sur l'histoire des communautés lesbiennes, on n'en a pas, hein? Alors aussi peu. Donc, voilà une autre contribution. Est-ce que c'est à l'histoire nationale? Mais je dirais oui, parce que ce sont des groupes extrêmement importants de notre destin collectif. Donc, l'intimité comme un autre terreau fertile. Donc, pour résumer en quelque sorte, que l'histoire orale, l'enquête ethnologique, anthropologique, on voit beaucoup d'exemples qui viennent de l'anthropologie, il y en a plein de l'ethnologie aussi, mais aussi de la sociologie. Donc c'est comme l'histoire orale, ce type de méthode permet la descente de grenier à la cave. Donc c'est cette métaphore-là que j'ai en tête et que j'aime
beaucoup. J'ai même écrit un article là-dessus. Et ce qui donne cette descente qui est plurielle sur des thématiques très spécifiques, sur des groupes très, très restreints, oui, c'est mettre en évidence ou mettre en lumière des catégories sociales qui sont invisibles et qui tiennent de particularisme, de la différence, de la variété. Et en fait, au bout de compte, qu'est-ce que ça donne quand on met tout ça ensemble? C'est comme un puzzle qui, si on met les pièces l'une à côté de l'autre, on est capable d'avoir une image intéressante sur une période, sur un aspect, sur un sujet, etc. Certains pourraient dire qu'on émiette l'histoire, qu'il n'y a plus rien qui tient ensemble. Oui. Et on n'est plus dans le discours de recherche de vérité ou d'une recherche absolue dans laquelle on prétend de tout faire, de tout achever. Donc quand on part sur le terrain, on a cet a priori qui dit je vais étudier, je vais faire des recherches, des enquêtes de terrain, des entrevues, des films, de l'observation, sans jamais prétendre d'épuiser le sujet, d'épuiser le potentiel du groupe qu'on étudie, pour la simple raison que la société, les groupes, les liens sociaux, par leur nature, ne sont pas stables, elles évoluent, elles changent. Donc, les anthropologues ont l'habitude de revenir sur le terrain 3 années plus tard, 4 années plus tard, et c'est jamais la même chose. Donc, et d'ici cette fascination pour l'enquête orale et l'oralité de mon point de vue. Merci. Mais maintenant, il faut quand même parler des limites. Qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre avec l'histoire orale, avec l'enquête orale? C'est quand même des faits qui remontent à plusieurs décennies passées dans certains cas. Qu'est-ce qu'on peut établir avec certitude, un mot sur lequel tu veux sûrement tiquer, Daniela? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que ce ne sont que des... la mémoire humaine est bien fragile, elle se distend, elle change, on ajoute des éléments à mesure qu'on passe. Donc, à cause de cette faiblesse-là, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on ne peut pas retenir des entretiens? Quelle vérité est-ce qu'on peut établir et quelle qu'on ne peut pas établir? Cette fois-ci, tu vas être deuxième. Je varie complètement, ça va être Daniela en premier. Non, attends, la dernière fois, qui n'a pas été en premier encore? Moi? Pourquoi tu n'as pas été en premier? Non, oui, elle a été en premier la deuxième fois. On a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, toi, tu vas aller en premier cette fois. Voilà. Et Donald en deuxième. Le défi de toute recherche de terrain est part de la nature du contexte de recherche. Parce qu'on ne travaille pas avec des archives, ça ne veut pas dire que pour les sciences comme anthropologie, sociologie, ethnologie, les archives ne sont pas importantes, au contraire, mais on travaille avec les gens, avec des individus d'une part. Et aussi, ces disciplines s'interrogent beaucoup sur le chercheur lui-même. Parce que autant le chercheur que l'acteur qui est interviewé sont les résultats d'un contexte socio-économique, politique, etc., sont des individus avec des comportements, des émotions, des convictions, des gens avec un parcours professionnel, institutionnel, etc., qui met l'empreinte sur le discours. Donc, le discours peut changer, je vous donne un exemple en fonction de contexte dans lequel on prend l'entrevue. Si le monsieur, par exemple, a été engueulé par sa femme le matin et tu arrives avec tout l'instrumentaire et tu veux prendre une entrevue sur la vie domestique, je vous dis que l'entrevue n'est pas très heureuse, ou ça dépend si la femme est là et elle assiste ou au contraire, elle est à l'extérieur en train de faire son travail. Donc, donc il faut être conscient que le discours est influencé par tous ces facteurs-là. L'ethnologie a trouvé, l'anthropologie aussi, une solution dans l'observation dès les années 50-60 avec Clifford Geertz, par exemple, qui mettait l'accent sur l'observation, mais en même temps, les mêmes anthropologues, les mêmes
Clifford Geertz a commencé à s'interroger, le discours lui-même, la transcription des données, elle est aussi le produit d'une personnalité, des idées de chercheurs, etc. Donc il y a des questions d'ordre éthique, d'ordre qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on laisse de côté, etc. En sociologie, il y a un concept que j'aime bien, le concept de saturation. Quand on prend beaucoup d'entrevues sur un sujet en particulier, à un moment donné, les histoires, tu as l'impression que les histoires se répètent. Même s'il y a des éléments qui sont différents, il y a comme une histoire qui revient toujours. Habituellement, le sociologue, anthropologue, ethnologue prend ça et essaie de développer une explication autour de cette évidence-là. Mais aussi une méthode de contourner cette diversité des facteurs qui peuvent influencer le discours des gens et aussi se questionner sur la méthodologie, sur le contexte de prise de l'entrevue et de décrire, d'expliquer pour que au final, au moment où le lecteur va lire l'interprétation, il va avoir comme background le contexte dans lequel cette recherche a eu lieu. Quel est ton positionnement méthodologique en tant que chercheur? Quelles sont tes idées, tes attentes? Comment le terrain a évolué? Donc, ce sont des informations qui peuvent aider le lecteur à mieux comprendre ta propre interprétation. Mais ça reste un défi, comment gérer la situation du terrain. OK, donc oui, il y a la mémoire qui est défaillante, mais aussi la manière que ça se passe entre l'interviewé et l'interviewé. Et aussi, je vous laisse, juste la question de vérité, de vrai. Pour un ethnologue, un anthropologue, on ne part jamais sur le terrain avec cette prétention de découvrir ou de reproduire la vérité. Pour moi, la vérité n'existe pas avec un grand V. Il existe plusieurs vérités. Je te rassure, je l'écris toujours avec un petit V. Et Donald qui écrit son nom avec un petit D. Je suis d'accord avec ce que Daniela vient de dire, sauf qu'on sait tous qu'il y a seulement une vérité, puis c'est la vérité sociologique, hein, Rachid? Oui? Ah, OK. C'est vrai, hein? OK. Je pense qu'au départ, il faut, pour moi en tout cas, toute enquête, toute méthode, c'est sélectif. Il n'y a pas de vérité pour moi non plus. Là. Grand V, petit V. Oui, mais c'est pas de vérité. Pourquoi tu vas aller voir ces mineurs-là? Hein? Quelle information tu vas aller chercher? Comment est-ce que cette information-là... C'est pas pour avoir la vérité, c'est pour savoir comment ces gens-là vivent, comment ils négocient leur quotidien, pour moi, comment ils font pour arriver à se reproduire. Là, j'emploie un terme. La production sociale. OK? Production et reproduction. Mais le contexte, ça dépend aussi. Tu as parlé de positionnement méthodologique, mais il y a un positionnement théorique que la sociologie nous enseigne, peut-être plus que l'histoire. Vous allez me corriger, les historiens ici, si ça a changé, mais ce que j'ai aimé de marier la sociologie et l'histoire, c'est que la sociologie me donnait un cadre théorique avec lequel je pouvais bâtir ma grille de questions, d'entrevues. Donc, par le fait même que je pars, je commence ma recherche à partir d'un certain cadre théorique, bien, ça va tout orienter mes questions, ça va orienter les gens que je veux aller interviewer. Donc, c'est sélectif dans ce sens-là. La mémoire sélective, pour moi, dans toute forme d'histoire, la mémoire est sélective dans toute forme d'histoire. Je pourrais dire que... Okay, donc, la mémoire sélective de l'interviewé n'est pas pire que la mémoire sélective de l'historien qui écrivait l'histoire par le haut. C'est ça, ou par le bas. Elle est parlante, au contraire, cette sélection. Le contexte dont Daniela a parlé s'applique aussi à l'intervieweur. Le contexte, le bonhomme peut arriver là, ou la madame, je ne sais pas, puis aussi avoir eu des problèmes maritaux le matin, puis ça peut beaucoup influencer son comportement. Je souscris entièrement à la règle, puis je ne sais pas si c'est encore en fonction, mais la règle qu'on nous enseignait en sociologie, c'est qu'après 30 interviews, puis on arrive habituellement à un point de saturation. On n'apprend plus grand-chose, sauf des petits détails qui n'ajoutent rien. Sauf qu'il faut arriver à faire 30 entretiens. Ben, c'est ça, il faut arriver. Et les transcrire. Et les transcrire. Ah, ça, c'est
Mais si je peux juste... Il y a des choses dans le contexte où l'intervieweur arrive pour... Autant on obtient une première impression de l'acteur ou de la répondante, lui reçoit une première impression de nous. Oui. Alors c'est important, si on va interviewer un mineur, par exemple, ou une travailleuse, de ne pas arriver là en three-piece suit avec une cravate, puis ça ne fonctionnera pas parce qu'on donne déjà une image d'autorité à la personne, puis c'est pas ce que la personne... Donc il faut arriver avec un habillement convenable, propre. Et une chose, je pense à laquelle on ne pense pas, mais c'est notre haleine. Si tu arrives là, puis ton haleine pue, ben, tu n'iras pas, puis tu vas... Oui, merci. Tu n'iras pas... On n'ira pas très loin. Et il faut toujours faire attention aussi. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais qui disent rien. Et d'autres qui parlent presque pas, puis qui disent beaucoup. Il ne faut jamais avoir peur pour moi en tout cas, il y a des imprévus. Presque toujours. Un bonhomme, une bonne femme vont s'orienter dans un... Alors, il faut savoir quand l'arrêter sans l'offusquer. Il ne faut jamais porter un jugement sur ce que la personne dit, en lui disant ça n'a pas de sens, là. C'est pas vrai, ça. Alors, c'est juste porter un respect énorme à la personne, en se présentant bien, puis en étant surtout préparé, en faisant certain que notre machin fonctionne. Oui. Ça m'est arrivé à un moment donné d'arriver là, puis mon machin ne fonctionnait pas. Puis là, tu as l'air un maudit con, parce que... tu passes 15 minutes à patenter. C'est ça, puis là... Sur les coulisses de terrain. Donc c'est ça rejoignait la prochaine question, qui était ça, quelle posture on doit avoir, comment on facilite cette communication-là. Mais je vais passer la parole à Louis, puis il y aura sûrement des rebonds, hein, on les connaît. Mais donc, quelle sorte de vérité on peut aller chercher, ou pardon, quelle sorte d'information on peut aller chercher, comment est-ce qu'elle est valide, et quel genre de posture on doit prendre vis-à-vis de l'interviewé pour susciter cette... Mais tu posais aussi la question des limites. Hein, oui, des limites de la connaissance. Qu'est-ce qu'on ne peut pas découvrir avec l'histoire orale? Moi, je viens d'une discipline d'histoire où j'ai l'impression que mes collègues et l'ensemble de notre profession voient beaucoup les limites de l'histoire orale. Et j'en ai eu l'occasion... j'ai eu l'occasion de le constater de manière très tangible quand on a, à la Revue d'histoire d'Amérique française, j'ai apporté le numéro qu'on a conçu, c'est un numéro double, il y a, c'était à l'automne 2015, qui a été paru, sur l'histoire orale. Et donc, comme à chaque numéro, on a parlé de production de revue tout à l'heure, hein, on sait à quel point c'est un long parcours. Et donc, tous les textes qu'on reçoit sont d'abord lus par notre comité de rédaction. Et à ce stade-là, on les accepte pour les envoyer en évaluation par les pairs, ou on les refuse, ou on demande déjà un certain nombre de corrections. Donc, il y a vraiment des étapes. Et ensuite, il y a le travail d'évaluation par les pairs. On envoie 2 experts externes dans notre cas. Et jamais, ça fait maintenant 4 ans que je suis à la direction de la Revue d'histoire d'Amérique française, jamais j'ai vu une telle hécatombe. Autant de textes tombés au combat par des mauvaises évaluations, par des jurys très sévères. Et je pense que l'identité des historiens et des historiennes passe beaucoup par le rapport aux sources. Hein, c'est ça un peu qui fait notre spécificité disciplinaire. En tout cas, on aime se le raconter comme ça. Et on a une grande foi dans le document écrit. Comme si le document écrit était toujours absent de toute forme de subjectivité et comme s'il ne reposait jamais, lui aussi, sur des témoignages. Si vous travaillez sur des journaux du Canada français du tournant du 20e siècle, eh bien, les journalistes, là, les articles que vous allez utiliser, eh bien, sont souvent basés sur des témoignages. Tel journaliste rencontre un tel qui a vécu l'accident et qui le décrit. Et donc, on est déjà dans du témoignage. C'est une oralité initiale qui passe à l'écrit. Mais on dirait que l'écrit révèle, au sein de notre profession, quelque chose de plus grand. Et là, je trouvais effectivement qu'on ne voyait que les défauts. Par contre, oui, je dirais qu'effectivement, il y a des limites à cette pratique-là. Et moi, je suis assez partisane, le plus possible, quand on peut, de croiser les sources. Alors, ramasser tout ce qu'on peut sur un sujet. Moi, j'ai travaillé sur une institution de délinquants. Je trouvais que c'était essentiel d'aller voir les anciens délinquants pour leur donner la parole. Sinon, on n'entendait pas leur voix. Ils étaient des acteurs essentiels de cette histoire-là. Mais par contre, j'ai aussi consulté les procès-verbaux,
tous les documents administratifs. Alors, tout ce que j'ai pu mettre dans ma besace pour comprendre cette institution et cette dynamique m'a été vraiment essentiel. Alors, moi, je suis une grande partisane de la multiplication et surtout de la diversification des sources. Je trouve que c'est une façon peut-être d'en limiter les travers. Et quand on parle des travers, on parle beaucoup des fluctuations, des manquements de la mémoire. Alors, à ce sujet-là, je pense qu'on parlait tout à l'heure de techniques d'entrevue. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé à stimuler la mémoire, c'est de faire toutes les entrevues à l'endroit même où les événements se sont passés, c'est-à-dire à l'institution Boscoville que j'étudiais. Et c'était fascinant de voir les anciens jeunes délinquants qui sont maintenant des adultes et voire des aînés arriver là, revivre tout leur passé, toute leur jeunesse, en avoir souvent les larmes aux yeux tellement. Et le fait qu'on était sur les lieux, je vais me battre contre le frigidaire, l'endroit stimulait beaucoup la mémoire. Les gens pointaient. Ah là, c'était ma chambre, j'étais là au moins 6 mois avant de transférer dans l'autre unité. Ah là, on se réunissait, ça s'appelait l'hôtel de ville, c'est là que tout le groupe se rassemblait. Et ce simple déclencheur enchaînait une série de souvenirs. Et le fait d'arriver avec des photos aussi, avec quelques publications, quelques archives de l'institution, tout ça aidait à faire jaillir la mémoire. C'est pas parfait, mais je pense qu'on peut s'aider, s'outiller là-dessus. Et une dernière chose que je dirais, c'est que la mémoire elle-même, même tout croche, même réinventée, même traversée par des années, des décennies de vécu, ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'ils en ont retenu? Comment, en 2017, ils interprètent ces événements-là survenus dans les années 60, 70, 80? Bien, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux souvenirs, à la mémoire, à ce qui reste, avec tous les travers que ça représente. Je vais lancer une question, tu pourras enchaîner, puis... Juste un... Ok, vas-y, rebondis. Oui, cette idée de variété de ressources est extrêmement importante et dans l'enquête orale, en fait, on utilise plusieurs types de ressources et plusieurs méthodes de recherche donnent des types de ressources différentes. Par exemple, c'est une chose d'avoir des entrevues. Tu as un type d'information. Sur le même sujet, c'est d'autres informations que tu peux avoir par l'observation. Quand tu observes les gens faire les choses, interagir dans une journée habituelle. Et en autre information, tu as quand tu participes à leur vie quotidienne. Pourquoi? Parce que en s'assoyant à la table, avec un appareil, une enregistreuse, avec la caméra, il y a déjà une mise en contexte. Il y a un type de discours qui sort. Mais après la caméra fermée et l'appareil fermé, quand tu t'assois avec un verre d'eau de vie, comme moi j'en ai pris beaucoup pendant mon terrain en Roumanie, c'est plus mon mari qui buvait, moi je prenais l'entrevue, ou après quand tu vas avec les gens les aider à faire leurs travaux quotidiens, il y a plein de types d'informations qui sortent, qui sont complémentaires, qui enrichissent l'information fournie par l'entrevue. Et habituellement, l'ethnologue utilise le journal de terrain qui, lui, à son tour, il y a une interprétation. Le souci est de faire une description, mais aussi il y a une interprétation. Et toutes ces données sont complétées avec des informations écrites, documents, etc. Et s'il y a une chose que je reproche à ma discipline, aux ethnologues et anthropologues, et parce que je suis mariée avec un historien, je crois, et archéologue en plus, il y a l'anthropologie, l'ethnologie aussi a été en quelque sorte, ça dépend de période, en rupture avec l'histoire, avec la diachronie. Donc nous sommes beaucoup dans la synchronie, dans le rapport, et on oublie l'importance de la diachronie, l'histoire proche ou l'histoire longue. Il y a une ressource d'information qui peut enrichir les informations de terrain et les nuancer. Donc, le secret de la réussite, j'aime beaucoup ce terme-là, réussite d'une recherche, d'une enquête orale, et la capacité de combiner, de travailler avec toute cette méthodologie de recherche qui donne des données qui sont beaucoup dans la nuance. Et ça demande beaucoup d'expérience de terrain. Donc,
C'est le terrain, en fait, qui forge cette expérience-là. J'aimerais... Effectivement, c'est un travail sur 2017. Hein, Ouais. Participer, être présent, observer, c'est génial. Ouais. Malheureusement, nous, historiens, hein, on n'a pas l'option d'aller participer dans ce qu'on étudie. Oui, C'est ça. heureusement. Donc, là, l'entrevue, l'entretien, c'est the next best thing. Hein? Mais souvent, parce que récemment, j'ai combiné un peu les entrevues à une observation participant. Et ce que ça permet de voir, c'est est-ce qu'il y a une contradiction entre ce que les gens font, les agir, et ce qu'ils nous disent. Parce que ça, souvent, on va nous raconter un beau discours, puis parfois, dans l'action, ils font le contraire. Parfois, dans l'exemple que j'ai fait, là, ça s'est adonné que ce qu'on me disait, c'était vrai dans l'action. J'aimerais juste revenir sur un point. Quand on fait une interview, ce que j'ai appris en faisant du journalisme d'abord, puis en plus de respecter, c'est de savoir, en partant du principe qu'une experte m'a enseigné, à savoir que le corps parle, il faut écouter avec tout son corps. C'est les yeux, c'est les oreilles, c'est ce qu'on ressent, la donnée de main, que tout ça, le toucher, ça dit beaucoup. Alors, il faut qu'à travers tout notre corps, on comprenne ce que l'autre nous dit, puis ce que nous, on ressent en même temps. Alors, ça peut affecter l'interaction. Ça va bien justement avec ma prochaine question. Quelle posture prendre? Hein? Est-ce qu'on doit essayer d'établir un rapport de connivence? Est-ce qu'on doit être amicaux, presque amis, ou est-ce qu'il faut regarder une distance? Que faire de la relation? Est-ce qu'il y a une relation de pouvoir entre celui qui fait l'entrevue et celui qui répond aux questions? Est-ce qu'on doit essayer d'effacer ce rapport de pouvoir-là? Est-ce que c'est au cas par cas? Quelle est votre expérience? Louise en premier, cette fois. Ça, c'est une excellente question. Hein? Ouais. Et puis, des fois, on a des intentions, mais de là à les rendre parfaitement, c'est pas toujours facile. Et on apprend, je trouve, sur le terrain. Moi, j'ai lu beaucoup là, avant de commencer mon projet d'enquête auprès des anciens délinquants. Et ce que je croyais percevoir, c'est que de plus en plus, cette idée du chercheur un peu neutre qui arrive et qui se veut le plus transparent possible pour recueillir une information la plus brute possible, bien, ça ne tient pas vraiment la route. On est des êtres humains. C'est d'abord une rencontre d'êtres humains. C'est souvent des sujets qui sont chargés d'émotions. Moi, c'était mon cas. Là. Il y avait beaucoup d'émotions dans les récits de ces parcours d'anciens mauvais garçons qui avaient fait fausse route, qui ont vécu des moments difficiles. Et je pense vraiment que l'empathie est une ressource. On veut faire libérer la parole des gens qu'on rencontre, qui ont la générosité de nous rencontrer. Alors, il faut être tout là, avec son corps, avec ses oreilles, avec son intelligence aussi. Mais moi, je ne suis pas pour la neutralité à tout prix. Alors, il y a des choses qui nous surprennent, mais on peut exprimer de la surprise. Il y a des choses qui nous touchent, je pense qu'on peut le montrer aussi. On n'a pas besoin de se liquéfier là, complètement, mais l'idée de cacher les émotions m'apparaît vraiment désuète, ou en tout cas inopérante. Alors, je vais s'arrêter ici. OK. Ouais, moi, je pense que l'expression un pied dedans puis un pied dehors, Ouais. tu es dedans, en autant que tu as une relation de respect pour moi avec la personne. Pour moi, c'est essentiel, il faut que tu respectes ce que la personne te dit, ce qu'elle est, son vivant, ce qu'elle a vécu. Mais en même temps, parce que tu es là, c'est pas naturel d'être là. Alors, il faut que tu sois conscient aussi de ce que tu veux accomplir. Il faut que tu sois conscient de ce que toi-même tu fais et que tu projettes à l'autre. Alors, c'est ça, c'est un pied dedans, mais tu as aussi un pied dehors. C'est probablement un des exercices les plus difficiles. Questionner du langage aussi, de la langue et du langage. Ouais. Tu sais. Si on est devant quelqu'un qui passe de l'anglais au français, est-ce qu'on doit faire la même chose pour le rendre à l'aise? Si le niveau de langue est plus familier, est-ce qu'on doit s'efforcer, même si par exemple on était un Acadien transporté en Ontario, est-ce qu'il faut essayer de parler avec un accent franco-ontarien? Est-ce qu'il faut absolument avoir cette connivence-là? Ou il faut rester plutôt fidèle à ce qu'on est au quotidien? Puis, Je peux répondre à ça. Moi, je trouve que sans se trahir soi-même puis s'inventer un accent qui n'a pas d'allure quand c'est pas du tout soi, il y a quand même une chose il
faut pas arriver avec nos gros sabots d'universitaires, je pense, quand on rencontre des gens qui déjà viennent avec un peu d'appréhension. Déjà, il y a la caméra. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être intimidants. Les sujets eux-mêmes sont parfois difficiles à aborder. Moi, je pense qu'on a, comme individu, plusieurs registres de langage. Hein. On ne parle pas de la même façon quand on est dans une classe à l'université que quand on est avec ses amis. Et moi, je ne tiens pas là, à tenir ce langage universitaire. J'essaie vraiment quand même de m'adapter jusqu'à un certain point aux interlocuteurs. Par exemple, quand les recherches, les enquêtes de type ethnologique ont commencé à la fin du 19e siècle, 20e siècle, j'intègre la diachronie, vous voyez. Donc il y avait cette relation inspirée de l'époque de Lumière où l'ethnologue, le folkloriste, le sociologue arrivait avec toutes ces machines et c'était l'intellectuel, l'élite, le connaisseur qui devait prendre le pauvre paysan et le sortir de l'ignorance. En anthropologie, il y a un ouvrage extraordinaire qui est l'ouvrage de Favre Sada sur la sorcellerie, où sa recherche a été la réussite de son terrain est connectée en fait dans la mesure où elle a pu être intégrée à un moment donné, elle était vue par la société comme une sorcière. Et là, par exemple, le terrain a débloqué. Aux États-Unis, surtout en études religieuses, il y a un courant très fort qui souligne le fait que l'anthropologue est un humain, une personne avec des sentiments, des émotions et qui peut ressentir l'influence du terrain aussi. Bref, il y a un déplacement dans une relation de pouvoir où le chercheur et l'autorité a une relation d'échange et égalité. Et c'est vrai, il y a plusieurs choses que je suis complètement d'accord et qu'il faut, oui, bien sûr, savoir écouter, savoir chercher l'information, etc. T'es intéressé à découvrir l'autre, mais il faut laisser l'autre te découvrir. Puisque s'il n'y a pas cet échange-là, ça veut dire qu'on est dans la même relation de pouvoir. Moi, je cherche l'information dont j'ai besoin, mais au nom de l'objectivité et... de la vérité. Oui, il y a un film extraordinaire, Histoire de cuisine, il faut le voir sur il est norvégien ou suédois, etc., sur la question de positivisme et aussi le chercheur qui doit rester sur sa chaise et ne pas intervenir le quotidien des célibataires qui doivent bouger dans la cuisine. C'est un film très drôle. Moi, je l'ai montré aux étudiants lors de mes cours en anthropologie. Donc, il faut y avoir un échange parce qu'à l'intérieur de l'échange, il y a du respect. Tu instaures une situation d'égalité et donc tu dois te laisser découvrir par l'autre. L'autre a le droit de savoir des choses sur toi. Bien sûr, ça dépend jusqu'où tu veux aller. Ça peut aller très loin. Maintenant, de mon point de vue, là où je pense que c'est très important de retenir est à partir de mon expérience de terrain. Après une période de terrain, et moi quand je fais des terrains, à rester 5-6 mois sur le terrain, à vivre les gens en Roumanie, je l'ai fait, j'ai senti le besoin de rompre complètement. Pour pouvoir écrire, moi j'ai senti cette prise de distance et j'ai dit toujours, heureusement qu'il y a l'Atlantique et l'Amérique du Nord, je suis venue ici pour écrire ma thèse, ça m'a permis une prise de distance géographique mais aussi émotionnelle. Parce que quand on est dans le terrain, on est transformé, il faut accepter ça. On n'est pas à l'abri de l'influence de notre terrain des gens parce que nous sommes des humains. Et l'entrevue, c'était comme une miniature de ça. C'est non seulement l'entrevue, mais l'observation participante et participation observante parce que l'autre t'observe. Ton comportement change, que tu le veux ou pas, ton comportement, ton langage, bon, tu veux rester le plus naturel possible, mais tu instaures une relation. Et à l'intérieur de la relation, les deux éléments de la relation sont transformés.
Je ne crois pas à l'objectivité, je ne crois pas à la distance. C'est la nature du terrain. Une fois assumer ça, être conscient de ça, mais une fois le terrain fini, tu peux poser une réflexion là-dessus. Pour faire un parallèle dans une entrevue, si quelqu'un nous raconte son histoire, qu'elle soit triste ou joyeuse, etc., vraiment qu'on sent une certaine sympathie pour ce point de vue-là. Et c'est normal de la vivre. Donc, il ne faut pas s'empêcher de communiquer par les émotions, les gestes avec les gens avec lesquels on travaille. Il approche 7 heures. Voulais-tu rajouter sur ce point-là? Ben, jusqu'à pour dire ça, les journalistes qui sont objectifs. Mais... Les journalistes vivent à peu près la même chose aussi. Oui, mais les journalistes ne sont pas objectifs non plus. Il approche de 7 heures, donc on va tranquillement aller vers la fin. Je souligne un parallèle entre les entrevues qu'on peut faire en recherche et animer une table ronde. Il y a plein de questions ici que je vois. Est-ce que tu as de l'empathie envers Qu'on a déjà un peu, mais des questions qu'on a déjà cochées, donc je n'ai pas besoin de les demander, hein, comme pendant une entrevue qu'on ferait. Une entrevue semi-dirigée, hein, tu as ta série de questions, mais si on en parle spontanément avant, on ne revient pas dessus. Donc on va dépasser la 5, la 6. Un mot sur la formation. Est-ce qu'on enseigne assez à nos étudiants, il y en a quelques-uns derrière ici, hein, quand ils font leur bac en histoire ou en anthropologie ou en sociologie, est-ce qu'on leur bourre le crâne avec des faits puis on oublie de leur montrer comment faire ce genre d'enquête-là? Est-ce que c'est suffisant ce qu'on fait? Vous pouvez vanter vos programmes si vous voulez. Je vais enseigner la méthodologie de terrain, mais ce que j'aimerais faire, non seulement l'enseigner, mais la vivre avec les étudiants. Donc, il y a un concept que j'ai vécu en Roumanie, il est un peu décrit sur la page web, mais bon, c'est en développement, ça fait quand même 6 semaines que je suis là. Donc, qui implique le professeur va avec les étudiants sur le terrain et permet aux étudiants de vivre avec la communauté, de sentir, de goûter et puis de se confronter aux défis de terrain. Bien sûr qu'il y a une dimension pédagogique très importante, mais non seulement d'aider les étudiants à pouvoir appliquer la théorie sur le terrain, mais aussi les former en tant que chercheurs dans des contextes de terrain très précis, particuliers, différents, etc. Parce que finalement, cette expérience, cette diversité de terrain, tu arrives à un moment donné, moi je pourrais aller n'importe où et je suis certaine que je vais trouver une solution parce qu'à un moment donné, il y a la même expérience qui revient, il y a les mêmes problématiques de terrain que j'affronte à chaque fois. La difficulté, les blocages, à un moment donné, tu sens qu'il n'y a rien qui se passe. Et quand il y a un déclencheur, il vient de nulle part et ça, c'est parti. Donc, c'est plus ma vision de la recherche, mais aussi, bien sûr, il y a des cours, on peut construire des cours en méthodologie, avec des méthodologies, des concepts très clairs, mais il faut combiner les deux, donner la possibilité aux étudiants d'aller sur le terrain, de vivre l'expérience de recherche. Et je pense qu'ici, on a un potentiel, la région de Sudbury, qu'on le fait une ethnologie de proche ou ethnologie de loin, c'est aussi riche. Pas besoin d'aller en Amazonie pour devenir des ethnologues, je vous assure. Vous pouvez rester à Sudbury et même si vous êtes né à Sudbury, vous allez voir Sudbury dans une lumière que vous n'avez jamais vue. Il faudrait réfléchir à l'idée de collaborer, département de sociologie, département d'histoire, culture et communication. Il y aurait peut-être des cours de méthodologie communs qu'on pourrait créer. Bon, il n'y a pas d'annonce encore, mais il faudrait y réfléchir. Mais le département donne déjà des cours de méthodologie, donc vous êtes en... Oui, mais il faut faire quelque chose en commun. Oui, c'est... Louise, est-ce que chez vous, en histoire, est-ce qu'on enseigne comment faire des entretiens? Moi, l'an dernier, j'ai donné ce qu'on appelle chez nous au baccalauréat une activité de recherche. Alors, ça correspond peut-être un peu à ce que tu proposais, c'est-à-dire qu'il y a une partie, bien sûr, en classe, un peu méthodologique, théorique, mais tous les étudiants, dans ce cadre-là, doivent mener une petite recherche là, à une échelle assez réduite, parce que ça se fait en 15 semaines. Mais donc, mettre en œuvre les techniques, les apprentissages méthodologiques, pratiques d'histoire orale. Et alors, je trouve que c'est très important de l'enseigner. Ça ne s'était pas donné depuis 10 ans au moment où je me suis décidée à en faire un cours.
Et ça m'a fait réfléchir au fait que à les donner à des fréquences aussi espacées, on réinventait la roue à chaque fois. Il n'y a pas d'expertise qui se constitue. Hein. Il n'y a pas de lieu commun où on peut échanger, parce qu'une classe, c'est ça aussi, on partage nos expériences. Et je trouve que dans le milieu francophone, il n'y a pas beaucoup d'institutionnalisation de l'histoire orale. Il n'y a pas de revue spécialisée en histoire orale. Il n'y a pas de centre de recherche, à moins que vous en ayez un que j'ignore. Mais alors, est-ce que c'est grave, pas grave, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que quand on institutionnalise, ça crée quand même un fonds de commerce qu'on continue d'enrichir et les savoirs se transmettent aux nouvelles générations et il y a quelque chose qui se crée. Alors, je déplore ça un peu. L'an dernier, je donnais ce cours-là. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai monté un peu de zéro, à partir de mes lectures, etc., comme on fait quand même bien souvent pour toutes sortes de thématiques. Mais j'ai croisé Denise Baillargeon, qui, elle, au Québec, est vraiment une pionnière là, des travaux en histoire orale, pour ses recherches qu'elle a faites sur les ménagères au temps de la Grande Dépression. Puis elle me dit, Louise, j'ai donné ça, moi, tant et tant, histoire orale à l'Université de Montréal. Elle dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il faut mettre nos ressources en commun, il ne faut pas sans cesse réinventer la roue. Et elle avait bien raison. Il faut qu'il se crée au moins, peut-être comme ce soir, hein, des lieux d'échange où on peut faire en sorte que nos expertises se croisent, mais aussi qu'on apprenne. Moi, j'apprends des choses de ce soir de part et d'autre. Puis quand je vais retourner sur le terrain, si je me remets à l'histoire orale, c'est certain que je vais être enrichie de ça. Alors oui, l'enseignement, puis oui, la mise en commun. Moi, je suis à la retraite, donc je ne sais pas ce qui se fait dans les programmes aujourd'hui, mais je sais que dans mon temps, je sais qu'en sociologie, oui, surtout quand on s'intéressait à la méthodologie qualitative, malheureusement, c'est plus quantitatif en sociologie, mais on nous enseignait, mais on ne nous montrait pas comment, mais on nous enseignait les principes de l'histoire orale, comment qui était. Moi, je l'ai appris principalement sur le terrain comme journaliste et ensuite comme sociologue à faire des recherches, comme j'ai fait avec les mineurs et pour le bouquin sur À l'ombre de Lincoln, interviewer des gens qui ont vécu presque toute leur vie à Zilda ou Chelmsford. Donc, j'ai beaucoup appris sur le terrain, mais je n'ai pas eu de cours, je ne sais pas ce qui se fait aujourd'hui à l'Université Laurentienne. Sauf chez les ethnologues, beaucoup d'apprentissage sur le tas. Il y a Serge qui l'enseigne cette année. Histoire sociale. Ouais. Est-ce qu'on prend des questions des gens? C'est ça. Je pourrais venir avec une grosse question très large pour englober tout ça, mais on a vu des questions larges au début. Est-ce que vous auriez des questions, les membres du public, ou des commentaires? Non. J'aurais dû vous dire que ça s'en venait. Monsieur Miville? Parce que Donald m'a provoqué. Parce que Donald a ressorti le Donald Denis de 1978. Il a écrit La difficulté d'être idéologue franco-ontarien. Ouais. Hein? Et en parlant justement d'histoire nationale. Et c'est assez curieux lorsqu'on parle d'histoire nationale, un peu moins au Québec, mais assez curieux, parce que je suis quand même assez d'accord avec lui de dire que lorsqu'on fait l'Ontario français, on fait drôlement quand même quelque chose de très national. Et je me pose la question à savoir si on a en quelque sorte le choix, lorsqu'on est dans le milieu d'une petite société finalement, lorsqu'on est dans un milieu relativement assez minoritaire, et je pense que c'est analogue au Québec également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le fait que les références que vous avez apportées lors de votre première réponse sont surtout françaises, viennent de grandes sociétés qui n'ont pas vécu autant la fragilité que vivent souvent les milieux francophones minoritaires. Donc, en tout cas, en même temps, Joël, il gesticule. En même temps, on peut te donner une autre référence franco-ontarienne, hein? André Paiement, qui disait quelque chose du genre, j'ai essayé de citer là, comme il faut, mais c'est plus important d'être pour ce qu'on est que contre ce qu'on n'est pas. Hugo qui est en train de dire justement, notre réalité, elle est culturelle, elle est complexe. La culture anglophone, la culture anglaise et française vivent en nous. Cette histoire institutionnelle-là, franco-ontarienne, elle sonne faux à nos oreilles. C'est ce que nous disaient les artistes de Cano. Comme c'est à peu près la même réponse que donnaient les mineurs dans ces entretiens.
quelque part, croire au mythe national canadien-français ou franco-ontarien, on peut en faire un acte de foi. On peut dire que la fesse faux ou l'acte faux, peu importe, c'est la vérité, mais ça ne correspond pas vraiment nécessairement au vécu de la grande majorité des gens, hein, que ce soit des mineurs ou des artistes des années 70. Excuse-moi, j'ai répondu, mais je vous donne la parole après. Donc, puis on pourrait universaliser ta question dans le sens que, est-ce que ça prend? Parce qu'au début, on disait, hein, les enquêtes sur le terrain, ça vient compléter l'histoire, la trame narrative globale de la société, de l'histoire vue du haut. Est-ce que ça la met en danger? Est-ce qu'on a besoin d'une histoire simple à raconter du nous, que le nous soit canadien, québécois, franco-ontarien? Et si on regarde les fêtes du 150e du Canada cette année, on voit que ceux qui les organisent, ils ont abdiqué. Hein? C'est yeah, la Confédération à 150 ans, et puis on donne la parole aux jeunes, puis célébrez qui vous êtes. Puis, oui, c'est ça. Donc, peut-être pour répondre un peu à la question du début, dans les fêtes de cette année, il n'y a pas d'histoire vue du haut. Il n'y a pas de le Canada, c'est ça. Est-ce qu'il devrait y avoir l'Ontario français, c'est ça? Bien sûr, pas l'histoire des Autochtones. Dans le 150e qu'on va vivre, l'histoire des Autochtones, elle est où? Pour eux autres, c'est pas pour 150 ans. Le Canada, ça fait juste la fête elle-même. Ben oui, alors mais moi, pour répondre à... Il y a une question que j'ai entendue récemment qui, pour moi, résume un peu, pas le problème, mais dans un colloque, puis j'étais pas là, donc c'est oui dire. On m'a dit que les gens ont commencé à parler de qu'est-ce qui était le mythe fondateur de la société franco-ontarienne. What the hell is that? Non, mais franchement, si tu vas sur la rue et tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le mythe? Il va dire, what the hell you talking about? Alors, puis juste la notion de minorité qu'on utilise beaucoup, c'est pas dans le langage des gens qui parlent le français. Minorité, pour eux autres, ça n'existe pas. C'est pas là. Mais nous, comme intellectuels, on utilise ce langage-là, comme le peuple, la nation, la communauté, la minorité, mais ça correspond à quoi au vécu des gens? C'est ça, quand on fait l'histoire orale, on s'aperçoit qu'il y a un gros disconnect, comme on dit, entre ce que nous on pense, ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce que les gens vivent. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire, c'est interviewer des gens qui parlent français. Mais ce que l'histoire orale et l'enquête orale fait imploser, la catégorie. C'est vrai, ce concept de minorité par rapport à quoi? Franco-ontarien, oui, il y a une minorité, mais à l'intérieur de cette minorité, il y a d'autres minorités. Donc, comment on définit la minorité? Est-ce qu'on la définit uniquement par la langue et la culture? Est-ce qu'on la définit par la sexualité? Est-ce qu'on la définit par la couleur de la peau? Est-ce qu'on la finit comment? Comment on peut dire ah, c'est une catégorie, la minorité franco-ontarienne, et ça, et en fonction de ça, on élabore un récit, une interprétation identitaire, une recherche de terrain, etc. Donc il faut... Selon moi, c'est assez dangereux de partir avec cet a priori, ah, il y a une minorité, et moi je vais aller au sein de cette minorité l'analyser, mais c'est quoi cette minorité? Donc on parle d'une définition d'un récit, lui aussi élitiste, donc n'est pas officiel, politique, etc., qui est une construction. Il y a ce courant constructiviste qui a démontré, d'ailleurs, bon, il est déjà critiqué à son tour, il a démontré que le discours politique historique sont des discours construits, mais quand on commence à regarder attentivement ce concept de minorité, on se rend compte que lui, il est très fragile. Donc, et surtout quand on utilise l'histoire orale et la méthodologie de recherche issue de l'ethnologie, c'est problématique. Oui. Mais moi, je suis un peu... étonnée d'entendre mon collègue parler un peu de dénationalisation. Je dis, au fond, les gens là, que tu interviews dans la rue, ça les préoccupe peu.
Moi, je pensais, par contraste, à une étude qu'a faite au Québec Jocelyn Les Tourneaux. Au fond, il y a, c'est pas de l'histoire orale, mais c'est au fond une démarche intéressante. Tout le monde critique au Québec la façon dont s'enseigne l'histoire. Et une des critiques, c'est de dire que cette histoire-là est dénationalisée. On s'intéresse à tous les micro-groupes qui ont pu exister dans la population, mais il n'y a plus cette fameuse trame au fond du peuple français qui a traversé les épreuves et le conquérant anglais qui a réussi avec sa révolution tranquille à se moderniser. Et alors on dit, mais tout ça c'est disparu des enseignements. Alors lui, Jocelyn Les Tourneaux est allé sur le terrain, a demandé aux jeunes, écrivez-moi, avec un échantillonnage, etc., mais écrivez-moi l'histoire du Québec en une page. Si ma mémoire est bonne, c'était un peu ça le mandat. Et pour eux, ces jeunes-là, qu'est-ce qui ressortait? C'est une trame nationale. Hein? Il y avait un méchant, il y avait un eux et un nous, le méchant anglais. Il y avait eu justement cette résistance-là. Il y a eu une série de combats et d'échecs. Alors, il y avait vraiment, même si c'était très sommaire, même si les dates étaient approximatives, il restait vraiment un substrat qui était cette fameuse trame nationale. Alors, dire que ça ne rejoint pas tout un chacun, je ne suis pas certaine, mais... je ne sais pas tout à fait ce que je veux dire. Je veux dire que c'est une hypothèse que si tu vas sur le terrain, ouais. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, puis on pourrait y aller, mais je soupçonne. Et peut-être qu'il y en a un mythe canadien franco-ontarien. Peut-être, mais ça dépend qui on interviewe. Si on va interviewer des gens, des universitaires qui ont pris un cours de Serge Miville, de Gaétan Gervais, oui, ils vont avoir la notion de nation puis de minorité. Mais si on va... je pense à mes amis qui ont travaillé dans les mines, puis avec qui je parle de temps à autre. Ça c'est pas dans leur conscience. Donc, c'est plus une hypothèse pour moi qu'il faudrait aller voir, mais on ne le fait pas. C'est intéressant parce que d'une part, on peut dire c'est que du discours, mais les discours peuvent avoir des effets bien réels. Oui, oui, donc, les gens peuvent y croire. Ça peut structurer leur vécu aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est rien. Les gens qui l'utilisent, la nation, tout ça, ils y croient. Tu sais, puis ça a une fonction politique aussi, jusqu'à un certain point. Ils y croient, puis ça permet d'engager des débats politiques, des luttes politiques. Et il faut voir comment les répercussions que ça a auprès ce qu'on dit toujours, des gens ordinaires. Mais si je me rappelle bien, les entrevues ont été prises auprès des jeunes qui fréquentaient les cours d'histoire, les cours intéressants de littérature, donc pas mal de disciplines qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à enrichir le discours national officiel. C'était comme une critique qui a été apportée à l'ouvrage, mais c'est vrai que moi aussi je suis d'accord, le récit national n'est pas complètement effacé. Même en Roumanie, actuellement, il y a un regain de discours national que moi j'ai connu quand j'étais pendant le communisme, avec le berger, avec les ennemis, les Turcs qui vont nous envahir. Et puis, si on ne va pas vers l'Union européenne, il va y avoir les Russes qui vont venir. Et là, on est pas mal fini. Okay? Donc il y a comme un regain, et puis si tu parles, un rôle essentiel dans cette transmission de l'imaginaire et des récits nationaux ont les manuels scolaires qui restent pas mal. C'est un autre cas que tu as présenté pour le Canada, Canada, oui, mais là il y a les manuels n'ont pas du tout changé, ils reproduisent le même discours national, et puis les clichés, etc. Et puis les jeunes, ils sont porteurs. Quand tu les demandes comme ça sur un questionnaire, ils vont répondre le petit berger et le drapeau 3 couleurs des Roumains. Mais quand ils vont sortir dans la rue, je pense que le récit va être complètement différent. Bon, ça fait 2 heures depuis le début officiel de l'événement. On ne va pas les retenir en attente plus longtemps. Une dernière chance, il y a une dernière question qui ne vient pas d'un prof, ou pas du même prof en tout cas. On vous remercie d'avoir été là. Juste un commentaire, quand on parlait d'histoire nationale, est-ce qu'elle est bien enseignée ou pas? Il y a une question peut-être encore plus fondamentale, à savoir, est-ce qu'on l'enseigne assez aujourd'hui? Parce que finalement, qu'on donne à des élèves de 10e année
un récit national qui peut être contestable dans sa vision, etc. Il faut commencer quelque part. Le problème, c'est qu'on s'arrête là. Ces jeunes-là ont 15 ans. Et si tu restes sur ce discours-là, tu peux avoir de sérieux problèmes peut-être après. Et c'est, à mon avis, le fond du problème pour avoir une histoire qui soit cohérente, riche, qui cimente les gens. Et je ne pense pas qu'on parvienne à faire ça. Depuis 15 ans, on a quand même, dans les écoles secondaires, supprimé, au moins en Ontario, la plupart des cours d'histoire. Le seul obligatoire, c'est le cours de 10e, où on donne Histoire Canada 20e. C'est pas suffisant pour avoir une vision à la fois du Canada et du monde. Merci. Donc, vous voyez, ça semblait tout simple. Hein? Merci On voulait parler d'histoire orale, d'entretien, mais ça vient compliquer les choses pas mal. Est-ce qu'une histoire nationale est encore possible? Merci d'avoir été là. Merci beaucoup aux 3 panélistes. Extrêmement bien fait ça.